Une forêt qui bougeait, des arbres qui murmuraient, des branches qui oscillaient, comme animées d'une vie propre. Et puis, la forêt engloutit 20 000 soldats romains tout entiers. Ce n'était pas une bataille comme les autres. C'était la plus brutale embuscade de toute l'histoire de la Rome antique. 3 légions s'aventurèrent dans la forêt de Teutobourg et n'en revinrent jamais. Pas de ville, pas de muraille, aucune pitié, seulement la pluie, la boue et la trahison tapis sous les feuillages. Pendant 3 jours, l'empire qui avait conquis le monde fut anéanti par la terre même qu'il voulait dompter. Tout commença bien avant que la première lance ne soit jetée. Rome régnait déjà sur la majeure partie du monde connu, des déserts d'Afrique du Nord jusqu'au fleuve gris du nord de l'Europe. Mais au-delà du Rhin, ce large fleuve qui marquait la frontière de l'Empire romain, s'étendait une terre sauvage que les Romains appelaient la Germanie. Pour eux, ce n'était pas une nation. C'était un mystère enveloppé de brumes et de forêts. Imaginez des bois sans fin. Pas de ville, pas de routes pavées de marbre, pas de temples de pierre, seulement des pins, du vent et des guerriers se fondant dans les arbres comme des fantômes. Pour Rome, la Germanie était le chaos. Pour les tribus germaniques qui y vivaient, Rome était un géant qui ne cessait jamais d'avancer. Pendant des années, les légions romaines traversèrent le Rhin chaque été. Elles bâtissaient des fortins, traçaient des routes et forçaient les tribus à payer tribut ou à prêter serment d'allégeance. Quand Rome parlait de paix, elle voulait dire domination. En l'an 7 après Jésus-Christ, l'empereur Auguste décida de transformer cette contrée sauvage en une nouvelle province de l'Empire. Il envoya un homme en qui il avait une confiance absolue, Publius Quinctilius Varus, un gouverneur expérimenté, réputé pour avoir su ramener l'ordre dans les terres rebelles. Varus était calme, instruit et convaincu que la loi romaine pouvait civiliser n'importe quel peuple. Il amena avec lui des juges, des scribes et des percepteurs, persuadé que même ces tribus farouches finiraient un jour par remercier Rome de leur avoir enseigné la paix. Mais parmi les Germains se trouvait quelqu'un qui connaissait Rome un peu trop bien. Il s'appelait Arminius, ou Hermann dans sa langue natale, un prince du peuple des Chérusques. Des années plus tôt, il avait été emmené à Rome comme otage, une pratique courante pour garantir la loyauté des tribus. Là-bas, il apprit le latin, étudia la stratégie romaine, obtint la citoyenneté et combattit aux côtés des légions. Rome avait fait de lui le soldat parfait. Elle lui avait aussi appris exactement comment les détruire. Lorsqu'Arminius rentra chez lui, il découvrit que sa patrie disparaissait peu à peu sous les bottes romaines. Les patrouilles sillonnaient ses forêts, les lois romaines remplaçaient les coutumes ancestrales. Les tribus se déchiraient, certaines obéissaient à Rome, d'autres résistaient et brûlaient pour cela. Rome appelait cela civilisation. Arminius appelait cela chaîne. Et pourtant, en apparence, il resta fidèle. Il partageait la table de Varus, portait l'armure d'un officier romain et parlait un latin impeccable. Varus lui faisait une confiance aveugle. Il voyait en Arminius le pont parfait entre Rome et les tribus. Mais derrière ses yeux calmes, Arminius bâtissait quelque chose que Rome ne pouvait percevoir, une alliance secrète. Il chevauchait de village en village, murmurant que Rome était forte par le fer, mais faible par l'âme, que la forêt elle-même se lèverait s'ils s'unissaient. Un chef après l'autre, les murmures devinrent des serments. Le feu se propageait sous les feuilles. À l'été de l'an 9 après Jésus-Christ, le piège était prêt. Une petite rébellion fut organisée loin à l'est, un appât pour attirer Varus. Arminius, toujours fidèle en apparence, conseilla au gouverneur de passer par un raccourci connu sous le nom de forêt de Teutobourg, un labyrinthe d'arbres et de marais où aucune armée romaine n'avait jamais pénétré. Varus accepta. Pour lui, ce n'était qu'une mission de plus pour rétablir l'ordre. Pour Arminius, c'était le destin. Et quelque part, parmi ces pins silencieux, l'histoire attendait, l'âme dégainée. L'été de l'an 9 après Jésus-Christ. L'armée romaine se remit en marche. 3 légions, la 17e, la 18e et la 19e,
avançaient vers l'est sous le commandement du gouverneur Publius Quinctilius Varus. Près de 20 000 soldats, accompagnés de milliers de civils, esclaves, marchands, femmes, enfants et des chariots chargés de vivres et de matériel. Ce n'était pas une simple expédition, c'était une armée persuadée qu'aucune force au monde ne pouvait l'atteindre. Ils quittèrent leur forteresse près du Rhin, en direction de ce que Varus pensait être une révolte locale. À ses côtés chevauchait son allié germanique de confiance, Arminius, calme, loyal, toujours prêt à conseiller. Il parla d'un raccourci, d'une route sûre qui traversait le cœur de la Germanie et permettrait de gagner plusieurs jours de marche. Ce raccourci, c'était la forêt de Teutobourg, un océan vert et dense, s'étendant entre collines basses et marais. Au début, la route était large et solide. Les ingénieurs romains avaient déjà construit des ponts et abattu des arbres lors de précédentes campagnes. Les soldats plaisantaient, chantaient, marchaient d'un pas régulier, leurs boucliers étincelant sous le soleil gris du nord. Mais plus la colonne s'enfonçait dans les bois, plus le ciel changeait. L'air devint épais, froid, presque humide. La lumière s'éteignait, bien que ce fût encore le milieu du jour. Les arbres se resserraient, leurs branches s'entrelaçaient comme des barreaux de prison. La route se rétrécit, puis elle se transforma en boue. Les chariots grinçaient, les chevaux glissaient. Une pluie lente et glacée commença à tomber, s'infiltrant sous chaque manteau, chaque cuirasse. Pourtant, Varus continua d'avancer. On lui avait dit que la rébellion était urgente. Un village en flammes, une tribu en révolte. Il faisait une confiance absolue à Arminius. Alors, quand celui-ci proposa de chevaucher en avant pour rallier les tribus alliées, Varus accepta sans hésiter. Arminius le salua, fit demi-tour et disparut dans la forêt. Les Romains poursuivirent leur marche. Heure après heure, la forêt les engloutit. Le bruit de leurs pas, de leurs cuirasses, résonnait étrangement sous la voûte des arbres, comme si la forêt écoutait. Cette nuit-là, l'armée établit son camp sur un terrain accidenté. Personne ne s'y sentait à l'aise. La forêt semblait trop proche. La pluie ne cessait pas. Les feux de camp fumaient sans brûler. Certains soldats jurèrent avoir entendu des corps au loin, des sons graves, sauvages, roulant dans l'obscurité. D'autres se moquèrent. « Des loups !» disaient-ils. « Rien que des loups !» Dans sa tente, Varus écrivait des rapports pour Rome. Il croyait que le lendemain ne serait qu'une autre longue journée de marche. Rien de plus. Mais dehors, dans l'ombre, des centaines de feux brûlaient déjà. Des feux qui n'appartenaient pas à Rome. La forêt s'était réveillée et elle attendait. Le matin arriva lentement, s'il arriva vraiment. Une brume grise et épaisse s'accrochait aux arbres de la forêt de Teutobourg, si lourde que le soleil semblait étouffer derrière elle. La colonne romaine s'étirait sur des kilomètres, serpentant comme un reptile d'acier à travers la boue et la pluie. Les boucliers glissaient, les bottes s'enfonçaient, les voix résonnaient, puis s'éteignaient aussitôt. Varus chevauchait en tête, calme mais épuisé. Il pensait que la journée serait comme les autres. Une marche difficile, peut-être quelques escarmouches sans importance. Derrière lui, les étendards de la 17e Légion pendaient, lourds de pluie. Puis, quelque part dans le brouillard, un son éclata. Bref, profond. Un corps, mais pas romain. Un autre répondit, puis un autre. De tous côtés, avant que quiconque ne puisse réagir, une pluie de javelots s'abattit depuis les arbres. Ils venèrent de nulle part, d'en haut, de l'ombre, du ver lui-même. Les hommes crièrent, les boucliers se levèrent, les chevaux s'affolèrent. Un centurion hurla à ses troupes de se regrouper, mais il n'y avait pas de place, pas d'espace pour former la célèbre muraille de boucliers romaine. Le chemin était trop étroit, la forêt trop proche. Ils étaient pris au piège, enfermés dans un tunnel de bois. L'embuscade avait commencé. Sur la crête, à droite, des guerriers germains surgirent, pieds nus, le corps peint, les cheveux longs attachés, les visages couverts de boue et de chaux. Ils disparaissaient entre les troncs,
puis réapparaissaient ailleurs, frappant et s'évanouissant comme des spectres. Ils connaissaient chaque recoin de cette forêt, chaque creux, chaque ruisseau, chaque morceau de terre capable d'avaler un homme tout entier. Varus tente de reprendre le contrôle. « Refermez les rangs! Avancez! Ne vous arrêtez pas !» Mais ses ordres se perdirent dans le tumulte. Les chariots bloquaient la route. Les chevaux se cabraient. La ligne romaine se disloqua comme de la glace sous la pression. Pourtant, les Romains se battirent. Formés à obéir jusque dans l'enfer, ils levèrent leurs boucliers, formant de petits cercles, luttant contre des ennemis qu'ils distinguaient à peine. Flèches et lances s'enfonçaient dans le bois et dans la chair indistinctement. Le son était humide, rapide, incessant. Sur une pente, plus haut, Arminius observait. Il n'était plus l'allié poli, vêtu d'une armure brillante. Il portait une cape en peau de loup, le visage noirci par la cendre et la pluie. Autour de lui, les chefs tribaux rugissaient des ordres dans des langues dures et gutturales. Ils n'attaquaient pas au hasard. Ils frappaient avec précision, exactement là où la colonne était la plus faible. C'était une stratégie née de longues années à étudier le manuel de guerre de Rome. À midi, des centaines de Romains gisaient déjà morts. Les survivants titubaient vers l'avant, traînant leurs blessés, cherchant à fuir cette forêt qui semblait se refermer derrière eux. La pluie transformait le sol en un fleuve de boue et de sang. Chaque mille parcouru était une bataille à part entière. Quand la nuit tomba, ils dressèrent un camp de fortune sur une hauteur, trempés, terrorisés et silencieux. Personne ne chanta, personne ne dormit. Ils ne le savaient pas encore, mais la forêt ne les laisserait pas partir. Ce n'était pas une rébellion, c'était une exécution, et elle ne faisait que commencer. Le deuxième jour, la pluie ne cessa pas. Elle s'épaissit. Chaque goutte semblait tomber plus lourde, plus froide, comme si le ciel lui-même avait rejoint l'embuscade. Les Romains avançaient lentement, trempés, grelottants. Leur armure autrefois brillante s'était couverte de boue. Leurs manteaux rouges étaient devenus bruns, déchirés, lourds comme du plomb. Ce qui avait commencé comme une marche disciplinée n'était plus qu'une reptation désespérée. La forêt semblait sans fin. Chaque colline se ressemblait. Chaque arbre formait une nouvelle muraille. Varus envoya des éclaireurs en avant, aucun ne revint. Il commença alors à comprendre ce qu'il refusait d'admettre. Arminius était parti, et la forêt lui appartenait. Tout au long de la marche, les guerriers germains frappèrent de nouveau, jamais deux fois du même endroit. Ils attaquaient depuis les crêtes, derrière les troncs renversés, où surgissaient de nappes de brouillard. Les flèches semblaient venir du néant, frappant les hommes avant même qu'ils puissent lever leurs boucliers. Puis venaient les cris, puis le silence, puis le bruit de la pluie. Varus tenta de former une ligne de bataille, mais il n'y avait pas de champ de bataille, pas d'espace ouvert, pas d'ordre. Les chariots s'enfonçaient, bloquant la route. Les chevaux morts gisaient à moitié engloutis dans la boue. Chaque pas en avant coûtait des vies. Dans l'après-midi, il donna l'ordre de s'arrêter et de camper. Mais il n'y avait ni hauteur, ni terrain sec. Les hommes creusèrent des fossés qui se remplirent aussitôt d'eau. Ils tentèrent d'allumer des feux, mais le bois détrempé refusait de brûler. Le froid s'insinua dans leurs os. Leur nourriture était gâtée, leurs flèches ramollies. Même les plus endurcis tremblaient, non seulement de peur, mais d'épuisement. Au milieu du chaos, Varus réunit ses officiers. Les cartes ne servaient plus à rien. Il traça des lignes dans la boue avec un bâton, indiquant où il pensait trouver la rivière et la plaine ouverte. « Demain nous sortirons, dit-il. Nous abandonnons les chariots. Nous ne gardons que ce que nous pouvons porter. Nous combattrons vers l'ouest, vers le Rhin. » Ces hommes acquiescèrent, mais ils ne croyaient plus vraiment que le Rhin fût atteignable. Il se trouvait à des centaines de milles, et la forêt devenait plus sombre à chaque pas. Loin au-dessus d'eux, dissimulé sur une crête, Arminius observait à travers le rideau de pluie. Il ne se précipita pas pour attaquer. Il voulait que les Romains sentent la forêt, qu'ils la sentent se refermer sur eux, qu'ils comprennent que leur discipline, leur armure, leur route
ne valait rien ici. Quand la nuit tomba, le tonnerre gronda dans la vallée. Ce n'était pas seulement un orage, c'était le bruit d'un monde qui changeait. Dans le camp romain, les soldats chuchotaient la même question encore et encore. Où est Arminius? Et quelque part, au-delà des arbres, sous la pluie et le tonnerre, Arminius sourit. La réponse était simple, il était partout. Le troisième jour, la forêt ne ressemblait plus à un lieu, elle semblait vivante. Chaque bruit avait un sens, chaque ombre paraissait respirer. Les Romains se brisaient, ils marchèrent les yeux vides, leurs armures rouillées sous la pluie incessante. Leur formation, jadis symbole de perfection, n'était plus qu'un amas d'hommes perdus, pataugeant dans la boue. Puis le terrain changea encore. Le sentier montait, encaissé entre une crête abrupte d'un côté et un marais de l'autre. Ce passage étroit força l'armée à se mettre en file unique. Varus espérait que la pente annonçait la fin de la forêt. Il se trompait. Du haut de la crête retentit un son qui glaça le monde. Un corps profond, long et grave. Puis la forêt explosa. Des milliers de guerriers germains dévalèrent la colline. Ce n'étaient pas des sauvages désordonnés, c'étaient des chasseurs. Leurs boucliers étaient ronds, peints de noir avec de la cendre. Leurs javelots légers, parfaits pour voler sous la pluie. Leurs cris résonnaient à travers les arbres, comme le tonnerre dans une caverne. Les Romains tentèrent de se former, mais il n'y avait pas de place. La boue aspirait leurs pieds. Les chariots bloquaient toute retraite. Et du haut de la crête, la mort s'abattit sur eux. Flèches, pierres, lances. La forêt elle-même devint une arme. Des arbres abattus à l'avance s'effondraient maintenant sur le chemin, écrasant hommes et chevaux. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre, conçu avec patience. Arminius, vêtu d'une cape en peau de loup et brandissant une épée romaine, galopait le long de la crête en criant, à la fois en latin et dans sa langue natale. À son peuple, il lança « La forêt combat avec nous ». Aux Romains en contrebas, il hurla dans un latin parfait « Où est ton ordre maintenant, Varus? Où est la gloire de Rome ?» Puis il leva sa lance et la pointa vers le bas. À ce signal, des guerriers cachés derrière un mur de terre surgirent. Ils s'étendaient le long de la crête, une barrière invisible de bois et de boue que les Germains construisaient depuis des semaines. Elle canalisait les Romains dans une poche mortelle, coincée entre le marais et la pente. Chaque tentative de grimper se soldait par un carnage. Les Romains se battirent avec courage. La 17e Légion tenta de prendre le mur d'assaut, mais glissa, leurs armures les entraînant vers le bas. La 18e essaya de contourner pour attaquer de flanc, mais s'enlisa dans le marais. Les hommes hurlaient en s'enfonçant jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, incapables de lever leurs boucliers. La 19e tenait l'arrière, protégeant la retraite, mais les flèches tombaient aussi derrière eux. Ils étaient encerclés. Ils ne le savaient pas encore. Pendant des heures, la bataille se morcela en affrontements désespérés. Des groupes de Romains formant de petits cercles, boucliers serrés, frappant dans l'ombre. Chaque fois qu'ils repoussèrent un assaut, une autre vague arrivait d'une autre direction. C'était une guerre que Rome n'avait jamais connue. Non pas sur des plaines ouvertes, mais dans un labyrinthe vivant où l'ennemi disparaissait entre deux arbres, plus vite qu'un homme ne pouvait cligner des yeux. Les tactiques d'Arminius étaient impitoyables et brillantes. Il utilisait la pluie et le brouillard pour dissimuler ses mouvements, envoyant des signaux au corps. Une note longue pour attaquer, deux brèves pour se replier. Les tribus frappaient, disparaissaient, puis frappaient encore, épuisant les légions, mètre après mètre. Chaque minute consumait la discipline romaine. Chaque arbre devenait une embuscade. À midi, Varus chevauchait à travers le chaos, criant à ses hommes « Tenez la ligne! Gardez la formation !» Mais sa voix se noyait dans le tonnerre et les hurlements. L'étendard de la 17e, l'aigle d'argent de Rome, tomba dans la boue. Des soldats se jetèrent pour le sauver, mourant les uns sur les autres. L'aigle disparut sous le sang et la terre. Quand la pluie cessa enfin, le silence fut plus terrible que la bataille. L'air empestait le fer et la fumée. Les cadavres jonchaient le sentier étroit comme des feuilles mortes.
Varus leva les yeux vers la crête, et un bref instant, il aperçut Arminius, immobile, drapé dans la fumée. Leurs regards se croisèrent à travers le chaos. Pour Varus, ce n'était plus une campagne, c'était un jugement. La forêt était devenue la tombe de Rome. La nuit tomba comme un rideau de fumée. Les feux des morts vacillèrent, puis s'éteignirent, ne laissant derrière eux que le bruit de la pluie et le craquement lent des arbres. Les Romains n'avaient plus de camp, plus de murs, plus d'ordre. Ils étaient dispersés, de petits groupes d'hommes agrippés les uns aux autres dans l'obscurité. Lorsque l'aube se leva enfin, elle n'apporta aucun réconfort. La forêt fumait sous le brouillard. L'air sentait le fer et la cendre. Des oiseaux tournaient haut dans le ciel, attirés par ce qui gisait en dessous. Varus chevauchait parmi les débris de son armée. Ce qu'il voyait n'était plus une armée, mais une procession de fantômes. Des hommes marchaient sans casque, certains sans armes, d'autres aveugles, le visage couvert de sang. Ils trébuchaient entre des chariots brisés, des corps tordus dans la boue, des étendards romains pendants et déchirés. De tous côtés revint le même son, le corps, grave, ininterrompu. Ce n'était pas un appel à l'assaut, c'était un battement de cœur, le cœur de la forêt. Alors le piège final se referma. Les survivants atteignirent une clairière, un espace ouvert entre deux crêtes. Elle semblait sûre, mais sous l'herbe, des fosses et des pieux affûtés attendaient. Quand les Romains avancèrent, le sol lui-même les trahit. Les chevaux s'effondrèrent en hurlant. Les lignes romaines s'écroulèrent, et de toutes parts surgirent les tribus, des milliers d'hommes, leurs cris formant une tempête de fureur. Les Romains se battirent comme des hommes qui savaient déjà qu'ils étaient à la mort. Ils ne combattaient plus pour la victoire, mais pour l'honneur. De petits groupes se formèrent en cercle, boucliers verrouillés, frappant vers l'extérieur jusqu'à la chute du dernier. Le bruit du fer s'effaça, remplacé par le martèlement sourd des haches et des massues. Sur une crête dominant le carnage, Arminius se tenait à cheval. Son armure était romaine. Son cœur ne l'était pas. Il observait sans crier, sans joie. C'était la fin qu'il avait imaginée. Et maintenant qu'elle prenait vie, elle lui semblait plus lourde qu'il ne l'avait cru. En contrebas, Publius Quinctilius Varus, gouverneur des frontières du nord de Rome, comprit la vérité. Il n'y aurait pas de secours, pas de route de retour vers le Rhin, aucun empire qui l'attendait au-delà des arbres. Rien que le silence. Il se tourna vers ses derniers officiers. Il se tenait trempé, blessé, le visage gris d'épuisement. Varus parla doucement, sa voix se brisant pour la première fois. « Rome ne nous verra pas ramper. » Puis il tira son épée. Les chroniques racontent qu'il tomba de sa propre main. Une fin romaine pour une tragédie romaine. À la tombée de la nuit, la forêt appartenait entièrement aux morts. Les 17e, 18e et 19e légions n'existaient plus. Leurs aigles, les étendards sacrés d'argent de Rome, reposaient engloutis dans la boue. La fierté d'un empire, ensevelie sous les racines et la pluie. Lorsque la tempête se dissipa, quelques jours plus tard, Arminius marcha parmi les restes. Il ne sourit pas. Il ordonna qu'on achève rapidement les Romains blessés, une forme de miséricorde. Il regarda les armes brisées, les armures éclatées, et dit simplement « La forêt garde ce qu'elle prend ». Pour Rome, la nouvelle était impensable. Quand le message parvint à l'empereur Auguste, il déchira sa robe et cria « Quinctilius Varus, rends-moi mes légions ». Rome ne les revit jamais. La frontière de l'Empire recula jusqu'au Rhin. La Germanie resta indomptée. Et dans les siècles qui suivirent, la bataille de la forêt de Teutobourg demeura le jour où l'Empire a pris la peur. La forêt se tient toujours là. Et si vous avancez assez loin dans sa brume, on dit que vous pouvez encore l'entendre. Les corps, la pluie et l'écho des 3 légions perdues qui marchèrent vers le Ver et n'en revinrent jamais.